Bonjour, donc avant de commencer, récapitulons ce qu'on a déjà vu la dernière séance. Alors on a donné la notion d'un polynôme d'endomorphisme. Alors on a deux notions maintenant, les polynômes d'une part et les endomorphismes de l'autre. Et c'est vraiment, ça se bascule entre les deux qui va nous aider à avoir des renseignements sur l'endomorphisme qu'on veut étudier. Donc après, on a montré que l'application phi-f euh, de l'anneau de polynôme k de x dans LE qui fait correspondre à ce polynôme P de k de x son polynôme d'endomorphisme P de f. Donc on a démontré que cette application est un morphisme d'algèbre. Donc cette application c'est un morphisme d'algèbre. Et on a dit que son noyau, le noyau de cet morphisme d'algèbre, le noyau de phi f, qui est vraiment très très intéressant. Et en fait, on a démontré que l'ensemble IF, donc l'ensemble IF, c'est l'ensemble des polynômes de l'anneau K de X, tel que P de F égale 0. Ça veut dire que IF, c'est l'ensemble des polynômes annulateurs. Donc, IF, c'est l'ensemble des polynômes annulateurs. Donc, on a démontré que IF, c'est un idéal de K de X. Donc, on a démontré que IF, c'est un idéal de K de X. Et c'est vraiment cet idéal qui est très très intéressant parce qu'elle est engendrée par un polynôme particulier qui est le polynôme minimal. Et c'est ce polynôme minimal qui va contenir vraiment toutes les informations pour réduire notre endomorphisme. Donc on est arrivé, la dernière séance, à démontrer que pour bien sûr le même cadre théorique, E un cas espace vectoriel de dimension finie, F un endomorphisme, alors il existe, il existe un polynôme unitaire P0, donc un polynôme unitaire P0 et un seul, tel que IF égale P0 fois K de X, tel que IF égale P0 fois K de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IF, ça veut dire que IF est engendré, ça veut dire que IF est engendré par P0. Ce qui veut dire que P0, on peut dire que P0 est générateur de l'idéal IF. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer, qu'il existe un polynôme unitaire P0 et un seul, tel que IF égale P0 fois K de X. Donc, on dit que IF il est engendré par P0, ou bien on dit que P0 c'est un générateur de l'idéal IF. Et d'une façon précise, si on considère un idéal de K de X, si on considère IF, l'idéal de K de X, alors on peut toujours trouver un polynôme P0, on peut toujours trouver un polynôme P0 tel que, quel que soit P de IF, ça veut dire quel que soit le polynôme annulateur P, P égale P0 fois un polynôme arbitraire Q. Donc fois un polynôme arbitraire Q. Donc on peut dire que P, les polynômes annulateurs, donc les polynômes annulateurs sont des multiples
des multiples de ce polynôme P0. Ils sont des multiples de ce polynôme P0. Et c'est vraiment la structure de k de x qui va nous ramener à ce résultat. Donc on sait, pour k de x, on sait que ces idiots, ils sont monogènes, ça veut dire qu'ils sont engendrés par un polynôme. Et en plus, ce n'est pas l'idéal nul. Donc on a démontré que IF, déjà, c'est un idéal de k de x. Et on a aussi démontré que IF il est non réduit singleton 0, ce qui implique directement l'existence d'un polynôme qu'on va choisir unitaire et qui est générateur de cet idéal. Du coup, ça le rend unique. Donc, il y a un seul polynôme unitaire qui engendre l'idéal annulateur. Donc, il y a un seul polynôme unitaire P0 qui engendre l'idéal IF. Et par la suite, on a démontré que IF égale P0 fois K de X, avec P0, c'est un unique polynôme unitaire. D'accord? Donc, c'est un unique polynôme unitaire. Alors, par définition, ce polynôme P0, on va l'appeler polynôme minimal. Et on va le noter mu de f. Donc, on a d'une part le polynôme caractéristique f et aussi on a le polynôme minimal mu de f. Donc, c'est quoi un polynôme minimal? Donc, un polynôme minimal, c'est un polynôme annulateur de f. D'accord? C'est un polynôme annulateur de f qui est unitaire. D'accord? Qui engendre l'idéal annulateur, ce qui veut dire que les polynômes annulateurs, ce sont des multiples de mu, de ce polynôme minimal. Donc, c'est quoi un polynôme minimal? Donc, un polynôme minimal, c'est un polynôme annulateur qui engendre IF, qui engendre l'idéal IF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les polynômes annulateurs, ce sont des multiples de mu f. Ce qui veut dire que mu f, c'est un diviseur des polynômes annulateurs. Prenons un exemple. Donc, pour la projection, on sait déjà que P carré égale P. Et par la suite, le polynôme annulateur de P, c'est quoi? C'est x carré moins x. Donc, c'est x facteur de x moins 1. Donc, x facteur de x moins 1, c'est un annulateur de P. C'est un annulateur de l'endomorphisme P. Donc, c'est quoi le polynôme minimal? Alors, on sait déjà que le polynôme minimal, c'est un diviseur du polynôme annulateur. C'est déjà un polynôme annulateur qui divise le polynôme annulateur. Donc, mu de f, donc puisqu'il divise le polynôme annulateur, donc ça peut être x, ou bien 1, ou bien x moins 1, ou bien x facteur de x moins 1. D'accord? Donc, est-ce que x
c'est un polynôme annulateur. Donc, mu de f ou bien x, c'est un polynôme minimal, ça veut dire que c'est un polynôme annulateur qui divise le polynôme annulateur. Donc, est-ce que x, c'est un polynôme annulateur de la projection? Donc, x, il annule la projection si, bien sûr, si seulement si la projection, c'est l'endomorphisme nul. D'accord? Donc, c'est un cas particulier si seulement si la projection, c'est l'endomorphisme nul. D'accord? 1. Est-ce que 1 c'est un polynôme annulateur de P? Donc on sait que 1 n'est jamais annulateur de P. D'accord? Donc est-ce que x moins 1 c'est un polynôme annulateur de P? Est-ce que x moins 1 c'est un polynôme annulateur de P? Oui, x moins 1 c'est un polynôme annulateur de P si seulement si P égale, bien sûr, égale l'identité. D'accord? Donc, x, c'est un polynôme minimal de la projection, si seulement si la projection, c'est l'endomorphisme nul. X moins 1, c'est un minimal de P, si seulement si P, c'est l'endomorphisme identité. D'accord? Donc, dans le cas général, bien sûr, quand la projection n'est pas l'endomorphisme nul et n'est pas l'identité, alors le polynôme minimal, c'est bien sûr x facteur de x moins 1. C'est x facteur de x moins 1. Donc, ce qui nous ramène au théorème du Cayley-Hamilton, qui dit bien sûr que pour un K-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, F un endomorphisme dans E, donc le polynôme caractéristique annule son propre endomorphisme. X F de F égale 0, ça veut dire que le polynôme caractéristique, c'est un polynôme annulateur. Il annule son propre endomorphisme ou bien sa propre matrice. Et puisqu'on sait que les polynômes annulateurs sont des multiples du polynôme minimal, ce qui va nous ramener à donner une autre version de ce théorème. Donc pour la deuxième version, puisque le polynôme caractéristique c'est un polynôme annulateur, puisque les polynômes annulateurs sont des multiples du polynôme minimal, alors on peut dire que le polynôme minimal, donc on peut dire que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Donc le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Ou bien le polynôme caractéristique, c'est un multiple du polynôme minimal. Donc voilà. Et en faisant la liaison entre les polynômes annulateurs, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique, tout ça va nous ramener à avoir des informations sur les valeurs propres. Donc pour ce premier théorème, on veut démontrer que pour un K espace vectoriel E et un endomorphisme F sur E, si f de x égale lambda x, lambda c'est un scalaire du corps K, x bien sûr c'est un vecteur de E, alors quel que soit P de K de x, Pf de x égale P lambda fois x. Donc c'est ce qu'on veut démontrer. Alors la démonstration elle est vraiment très simple. On va commencer par calculer Pf de x. Bien sûr, Pf de x c'est quoi? C'est la somme de k égale 0 jusqu'à p à k fk de x. Et on a déjà démontré que quel que soit
k de n, si f de x égale lambda x, alors f k de x égale lambda k fois x. Donc, par la suite, c'est la somme de AK. Fk de x, c'est quoi? C'est lambda k fois x. Donc, on vient de démontrer que Pf de x, c'est quoi? C'est P lambda fois x. Donc, Pf de x, c'est P lambda fois x. Et on en déduit le théorème suivant qui montre que la connaissance d'un polynôme annulateur peut permettre de déterminer les valeurs propres d'un endomorphisme ou bien d'une matrice. Alors, donc soit P, un polynôme de K de X, bien sûr E c'est un K espace vectoriel, F c'est un endomorphisme de LE. Donc P, un polynôme de K de X qui annule l'endomorphisme F. Donc P, c'est un polynôme annulateur de F. Alors, pour toute valeur propre lambda, de F, P lambda égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si P c'est un polynôme annulateur de l'endomorphisme F, alors les valeurs propres lambda de F sont des racines du polynôme caractéristique. Ça veut dire que tout simplement que les valeurs propres de l'endomorphisme F, ce sont les racines du polynôme annulateur. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, bien sûr, on a P, un polynôme annulateur de F. Donc, P appartient à IF. Donc, c'est un polynôme annulateur de F. On a lambda, une valeur propre de F. Ça veut dire quoi que lambda est une valeur propre de F? Ça veut dire qu'il existe un X, un vecteur non nul, tel que f de x égale lambda x. D'accord? F de x égale lambda x, d'après le théorème précédent, implique que Pf de x égale P lambda fois x. Et puisqu'on sait que P c'est un polynôme annulateur, donc Pf de x égale à quoi? Égale 0. Et par la suite, P lambda fois x égale 0, puisque le x c'est un vecteur propre, donc il est différent du vecteur nul. Et par la suite, P lambda égale 0. Donc lambda, racine du polynôme annulateur P. Donc, ce qu'on a montré, c'est que toutes les valeurs propres, ce sont des racines, ce sont automatiquement des racines du polynôme annulateur, mais il ne faut pas croire que toute racine du polynôme annulateur est une valeur propre, d'accord? Donc, par exemple, P rend P moins identité, donc P, bien sûr, l'endomorphisme projecteur, rend P moins 2 identité. Donc, on va la calculer. Donc, c'est P carré moins P. Rend P moins 2 identité. Et on sait que pour un projecteur, P carré moins P, c'est quoi? C'est l'endomorphisme nul. Donc, c'est 0 rend P moins 2
identité égale à quoi? Égale 0. Et par la suite, en remplaçant P par X, X, facteur de X moins 1, facteur de X moins 2, c'est quoi? C'est un polynôme annulateur de P. Donc, c'est un polynôme annulateur de P. Quelles sont les racines? Quelles sont les racines de P? Quelles sont les racines de ce polynôme annulateur de l'endomorphisme P? C'est 0, c'est 1 et c'est 2. Est-ce que ça veut dire que les valeurs propres, ce sont 0, 1 et 2? Non. Donc, les valeurs propres sont automatiquement des racines du polynôme annulateur, mais les racines du polynôme annulateur ne sont pas tous des valeurs propres. Donc, mais on sait que le spectre de P, le spectre de l'endomorphisme P, il est inclus dans 0, 1 et 2. Donc, le spectre de P, elle est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme annulateur. Donc, on sait maintenant que les valeurs propres d'un endomorphisme ou bien d'une matrice sont à choisir parmi les racines d'un polynôme annulateur. Donc, les valeurs propres d'un endomorphisme ou bien d'une matrice sont à choisir parmi les racines d'un polynôme annulateur. Donc, pour un cas particulier de polynôme annulateur ou bien de polynôme minimal, c'est bien sûr le cas où le polynôme caractéristique il est scindé. Ça veut dire que le polynôme caractéristique, il s'écrit sous la forme le produit i égale à 1 jusqu'à p, x moins lambda i, à la puissance alpha i. Donc, tel que alpha i, c'est l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre lambda i. Ce qui implique que le polynôme minimal, puisque c'est un diviseur du polynôme caractéristique, il s'écrit sous la forme i égale à 1 jusqu'à p, x moins lambda i à la puissance bêta i. C'est bien sûr cette puissance bêta i qui nous intéresse. Alors, dans un premier temps, on peut dire que bêta i, il est comprise entre 0 et alpha i et l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre. Par exemple, si on a, si on a le polynôme caractéristique, c'est x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x. Donc, le minimal, c'est quoi? C'est x ou bien x moins 2, bien x moins 1, ou bien x moins 1 facteur de x moins 2, ou bien x moins 2 facteur de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance ici, l'ordre de multiplicité de la valeur propre, on va le varier, le faire varier entre 0. La puissance, on va la faire varier entre 0 et l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Donc, on peut dire que le minimal, c'est quoi? C'est x moins 1 à la puissance 0, facteur de x moins 2, facteur de x à la puissance 0. Donc, c'est quoi? C'est x moins 2. Donc, en donnant la puissance 0, on élimine la racine. On élimine la racine. Donc, c'est ça la première version. Puisque le polynôme minimal, c'est un diviseur du polynôme caractéristique. Donc, le polynôme minimal s'écrit sous la forme le produit de i égale à 1 jusqu'à p de x moins lambda i à la puissance bêta i, tel que le bêta i, il est compris entre 0 et l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Mais, puisqu'on sait que les valeurs propres de l'endomorphisme sont des racines du polynôme annulateur, qui est le polynôme minimal, donc, puisqu'on sait que les valeurs propres de l'endomorphisme sont toutes des racines du polynôme minimal, alors on peut dire que le minimal mi de f, c'est le produit i égale 1 jusqu'à p, x moins lambda i à la puissance bêta i, tel que le bêta i, il est supérieur ou égal à 1. Il est supérieur ou égal à 1. Pourquoi?
Parce que si la puissance bêta i égale 0, ça veut dire qu'on va éliminer une valeur propre. Ça veut dire qu'on va éliminer une telle lambda i. Et on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs propres, on doit les garder. Parce que toutes les valeurs propres, ce sont des racines du polynôme annulateur. D'accord? Donc, le polynôme minimal, quand le polynôme caractéristique il est scindé, alors le polynôme minimal, c'est quoi? C'est le produit de x moins lambda i à la puissance bêta i, tel que la puissance bêta i, elle est supérieure et égale à 1, et bien sûr, elle est inférieure et égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Alors, dans ce cas, si on revient à notre exemple, le polynôme caractéristique, c'est x facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, c'est quoi le minimal? C'est quoi le polynôme minimal dans ce cas? Bien sûr, le minimal dans ce cas, c'est x facteur de x moins 1 facteur de x moins 2. Prenons un autre exemple. Donc, exemple, une matrice A, c'est 3, moins 4, 4, 1, moins 1, 8, 0, 0, 2. D'accord? Donc, déterminons le polynôme minimal de A. Donc, pour déterminer le polynôme minimal de A, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher le polynôme caractéristique. D'accord? Donc, c'est quoi le polynôme caractéristique? C'est le déterminant de xi3 moins a. C'est le déterminant de xi3 moins a. Donc, bien sûr, c'est x moins 3, x plus 1, x moins 2 sur la diagonale et moins les éléments de la matrice A. Donc, moins 1, 0, 4, moins 4, 0, moins 8. D'accord? Donc, on va bien sûr calculer le déterminant suivant la troisième colonne, ce qui va donner x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 1 égale à quoi? Égale x plus 2 facteur de x moins 1 au carré. Donc voilà. Le polynôme caractéristique, c'est x moins 1 carré facteur de x plus 2. Ce qui implique que le polynôme minimal, c'est quoi le polynôme minimal de la matrice A? Donc, c'est quoi le polynôme minimal de la matrice A? Donc, puisque les racines, les valeurs propres de A, ce sont des racines du minimal, donc ça veut dire que le polynôme minimal, c'est x moins 1 facteur de x plus 2, ou bien c'est x moins 1 carré facteur de x plus 2. Donc, ce sont des diviseurs du polynôme caractéristique qui ont comme racine les valeurs propres de la matrice A. D'accord, donc pour choisir entre les deux, on va tester. Donc, on va tester est-ce que mu A, x moins A facteur de x plus 2 sont polynôme minimal. Ça veut dire est-ce que c'est un polynôme annulateur. D'accord, donc pour tester ça, on va calculer et on va vérifier est-ce qu'il fait annuler vraiment la matrice A. Donc, on va calculer A moins I3, facteur de A plus 2 et 3. Si A moins I3, facteur de A plus 2 et 3 est nul, donc le polynôme minimal, c'est x moins A, facteur de x plus 2. Sinon, donc le polynôme minimal, c'est x moins 1 carré, facteur de x plus 2. D'accord? Donc, calculons A moins I3 facteur de A plus de I3. Donc, A moins I3, ça veut dire c'est A moins 1 sur la diagonale. Donc, c'est 2, moins 3. Les coefficients de A, 1, 8, 0, 0. Facteur de A plus de I3. Donc, plus 2 sur la diagonale. Donc, c'est 5, 1, 0. On a ici 0, 0, 1, moins 4, 4, 8.
Juste on commence le calcul par le produit de la première ligne par la première colonne, on va avoir 6. D'accord, ce qui veut dire que ce produit est non nul. Donc, ça ne va pas donner la matrice nulle. Et par la suite, A moins I3 facteur de A plus 2I3 n'est pas nul, ce qui montre que X moins 1 facteur de X plus 2 n'est pas un minimal de la matrice A. Donc, le polynôme minimal de A, c'est quoi? C'est X moins 1 carré facteur de X plus 2. On va démontrer maintenant le théorème de décomposition des noyaux. D'accord, donc si f est un endomorphisme d'un cas espace vectoriel, alors ce résultat permet d'exprimer le noyau de tout polynôme en f comme une somme directe de noyaux similaires, mais en un sens plus petit et comme autant de ce espace stable par f. Alors, le théorème dit alors E, donc un cas espace vectoriel, F un endomorphisme sur E, donc P1, P2 jusqu'à Pk sont des polynômes de l'anneau K de X, avec bien sûr K supérieur ou égal à 2. Les PI, les polynômes P1, P2 jusqu'à PA, sont 2 à 2 premiers entre eux. Sont 2 à 2 premiers entre eux. D'accord? Donc voilà. Alors, le noyau de P1 fois P2 jusqu'à Pk de F égale le noyau P1 de F somme directe le noyau P2 de F jusqu'à somme directe le noyau Pk de F. D'accord? Donc, si on a P1, P2 jusqu'à Pk, des polynômes à une indéterminée x dans le corps K, avec ces polynômes, ils sont tous 2 à 2 premiers entre eux, alors le noyau de P1 fois P2 jusqu'à Pk de F égale la somme directe des noyaux de Pi de F, I allant de 1 jusqu'à K. D'accord? Donc, juste pour simplifier, on va noter P1 fois P2 jusqu'à fois Pk. Ce polynôme, on va le noter par P. D'accord? Donc, ce qu'on veut démontrer maintenant, on veut démontrer que le noyau de PF, d'accord, tel que P c'est quoi? C'est P1 fois P2 fois jusqu'à fois Pk, avec les PI sont des polynômes 2 à 2 premiers entre eux. Donc le noyau de P de F égale la somme directe des noyaux PI de F. Alors I allant de 1 jusqu'à K. Donc voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors on va démontrer ça par récurrence. Donc pour la première étape, on va démontrer le résultat pour K égale 2. D'accord? Et pour K égale 2, donc pour la première étape de la récurrence, on doit démontrer que premièrement, on doit démontrer que le noyau P1 de F
noyau P2 de F, ils sont ensemble directs. Donc, on doit démontrer qu'ils sont ensemble directs. Donc, on doit démontrer que noyau P1 de F, noyau P2 de F, ils sont ensemble directs. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que le noyau P1 fois P2 de F, le noyau P1 fois P2 de F est inclus dans cette somme directe, est inclus dans la somme directe pardon, donc est inclus dans cette somme directe. D'accord? On doit démontrer qu'il est inclus dans cette somme directe. Et troisièmement, on doit démontrer l'inclusion réciproque. Donc, on doit démontrer l'inclusion réciproque. Donc, on voit que juste cette première étape d'initialisation de la récurrence va comporter 3 démonstrations, mais en démontrant ça, le reste, ça va être très simple. On va juste conclure pour démontrer la 3e étape. Donc, commençons par montrer que la somme noyau P1 de F, noyau P2 de F est une somme directe. C'est pour démontrer ça, bien sûr, il faut démontrer que l'intersection noyau P1 de F, noyau P2 de F est réduite au singleton 0. Donc, on doit démontrer ce résultat. Alors, pour montrer ça, on va se servir de l'identité de Bézout pour les polynômes. D'accord? Puisque P1 et P2, ils sont premiers entre eux. Donc, puisque P1, P2, ils sont premiers entre eux. Donc, le PGCD, P1, P2 égale 1. Et par la suite, il existe un polynôme 1 et un polynôme A2, d'accord, tel que A1 P1 plus A2 P2 égale 1. Donc, on a démontré qu'il existe A1, A2 tel que A1 P1 plus A2 P2 égale 1. 1 P1 plus A2 P2 de F, donc ce polynôme de l'endomorphisme F égale bien sûr l'identité. Et en appliquant les propriétés, les 3 premières propriétés qu'on a déjà vues sur les polynômes d'endomorphisme, on aura bien sûr A1 P1 de F plus A2 P2 de F égale l'identité. Ce qui veut dire que, puisqu'on a déjà démontré que P fois Q de F, c'est P de F rend Q de F, donc c'est A1 de F rend P1 de F plus A2F rend P2 de F égale bien sûr l'identité. Alors, quel que soit x de E, quel que soit x de E, 1 de F
rang P1 de F plus A de F rang P2 F de X égale à quoi? Égale l'identité de X. L'identité de X, c'est X. Donc voilà une relation très importante. Donc A1F rend P1F plus A2F rend P2F de X égale X. Et bien sûr, ce qui va nous ramener à dire que A1F rend P1F de X plus A2F rend P2F de X égale X. Donc voilà. Voilà notre relation. Donc on va revenir à dire qu'on veut démontrer que l'intersection noyau P1 de F, noyau P2 de F est réduite au singleton 0. Et pour cela, on va prendre un X, donc X appartient à cette intersection, et on va montrer que le X est nul. Intersection noyau P2 de F. Donc voilà. Alors si X appartient à cette intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient au noyau de P1 de F. Ça veut dire que X appartient au noyau de P1 de F. Ce qui veut dire que P1F de X égale à quoi? Égale 0,2. Ce qui implique que A1 de F rend P1 de F de X, c'est bien sûr quoi? C'est A1 de F de P1 de F de X qui est nul, donc c'est 0. Donc voilà, on a démontré que A1 de F rend P1 de F de X égale 0. D'accord? Et de même, on peut démontrer que A de F rend P de F de X égale 0. D'accord? Donc, voilà, on a démontré que A1 de F rend P1 de F de X égale 0. Et A2 de F rend P2 de F de X égale 0. Alors, X égale 0. Donc, pour X appartient à l'intersection noyau P1 de F, noyau P2 de F, le X est nul, ce qui implique que, bien sûr, cette somme, la somme noyau P1 de F, noyau P2 de F, est une somme directe. Donc voilà, nous arrivons à démontrer le deuxième point. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que le noyau de P de F, de P1 fois P2 de F, est inclus dans la somme directe du noyau de P1 de F, noyau P2 de F. D'accord? Donc, soit X appartient au noyau P de F. Et on veut démontrer que X appartient à la somme directe noyau P1 de F, noyau P2 de F. Donc, on décompose X sous la forme X1 plus X2 en utilisant bien sûr la relation étoile. Donc, bien sûr, la relation étoile, on a
montrer que x égale à quoi? Égale 1 rang P1, pardon, 1 de f, c'est l'endomorphisme, rang P1 de f de x plus A de f rang P de f de x. D'accord? Donc, on va poser A1 de f rang P1 de f de x, x2. Et A de f rang P de f de x, x1. Donc voilà, on a x égale x1 plus x2. Tel que x1, c'est quoi? C'est A2 de f rang P de f de x et A1 et x1, pardon. Et x2, c'est A1 de f rang P1 de f de x. Alors, on sait que deux polynômes ont un même endomorphisme commute. D'accord? Donc, deux polynômes ont un même endomorphisme commute. Ce qui va nous ramener à dire que P1, pardon, P1F de x1, c'est quoi? Donc, puisque le x1, c'est A de f rang P de f de x, donc P1F de x1, c'est quoi? C'est P1F rang A de f rang P de f de x. Donc, c'est P1F rang A de f rang P de f de x. Et puisque deux polynômes ont un même endomorphisme commute, donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à A2 f rang P1F rang P2F. Et c'est quoi P1F rang P2F? C'est bien sûr P1 fois P2 de F et c'est P de F. Donc, c'est A2 F rang P1F rang P2F de X. D'accord? Donc, P1F rang P2F, c'est quoi? Donc, A2F rang P1 fois P2 de F de X. Donc, c'est quoi? C'est A2F rang PF rang PF de x. Bien sûr, PF de x égale à quoi? Égale 0. Donc, PF de x égale à quoi? Égale 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que x appartient au noyau de PF. Donc, on a supposé que x appartient au noyau de PF et on veut démontrer que x appartient à la somme directe noyau P1 de F, noyau P2 de F, d'accord? I allant de 1 ici jusqu'à 2. C'est ce qu'on veut démontrer, pour montrer que le noyau de P de F est inclus dans cette somme directe noyau P1F, noyau P2F. Donc, puisque le x appartient au noyau de P de F, puisque le x appartient au noyau de P de F, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PF de x égale 0 et par la suite A de F de 0, c'est bien 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 appartient au noyau P1 de F. Donc le x1 appartient au noyau P1 de F.
Et de la même façon, on peut démontrer que x2 appartient au noyau de P2 de F. Donc, de la même façon, on peut démontrer que x2 appartient au noyau de P2 de F. Donc, voilà, c'est ce qu'on a démontré avec x égale x1 plus x2, ce qui implique de suite que x appartient à la somme, qu'on a déjà démontré qu'il est direct, la somme directe, noyau PIF, I égale 1 et 2. D'accord? Donc, voilà, on a démontré maintenant que le noyau PF est inclus dans cette somme directe, noyau PIF de 1 jusqu'à 2. Donc, pour l'inclusion réciproque, c'est très simple aussi. Donc, on prouve que, pour le troisième point, on prouve que le noyau P1F, somme directe, noyau P2F, est inclus dans le noyau P2F. P, c'est P1 fois P2, bien sûr. D'accord. Donc, alors, si x appartient à cette somme directe, alors x égale x1 plus x2, avec, bien sûr, x1 appartient au noyau P1F et x2 appartient au noyau P2F. Donc voilà. Donc ce qu'on doit démontrer maintenant, c'est que x appartient au noyau de P de f. D'accord? Donc pour montrer ça, on doit démontrer que Pf de x égale 0. On doit démontrer que Pf de x égale 0. Pour montrer ça, on va commencer par calculer Pf de x1 et Pf de x2. Donc calculons Pf de x1. Donc Pf de x1, c'est quoi? C'est P1 fois P2 f de x1. C'est bien sûr P1f rend P2f de x1. D'accord. Et on sait que x1, il appartient au noyau de P1 de f. Donc on sait que x1 appartient au noyau de P1 de f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P1f de x1 égale 0. Et puisque deux polynômes ont un même endomorphisme commute, donc P1f rend P2f de x1, c'est quoi? C'est P2f rend P1f de x1. D'accord? Donc P1f de x1 égale 0 et par la suite le résultat il est nul. Donc Pf de x1 égale à quoi? Égale 0. De la même façon, on va calculer Pf de x2. D'accord? Donc Pf de x2, c'est quoi? C'est P1 f rend P2 f de x2. D'accord? On sait que x2 appartient au noyau de P2 f. Par la suite, P2f de x2 égale 0. Et donc, bien sûr, Pf de x2 est nul. D'accord? Donc, on a démontré que Pf x1 égale 0. Pf x2 égale 0. Et ce qu'on veut vraiment démontrer, c'est que Pf de x égale 0 pour montrer que x appartient bien sûr au noyau de Pf. Donc, tout simplement par linéarité, puisque x c'est quoi? C'est x1 plus x2. Donc, Pf de x c'est quoi? C'est Pf de x c'est quoi? C'est Pf de x1 plus Pf
de x2, donc égale 0 plus 0, c'est 0. Donc voilà, on a démontré que la somme noyau P1 de F, noyau P2 de F est directe. Aussi, on a démontré que le noyau PF est inclus dans cette somme directe et on a démontré l'inclusion réciproque. Donc voilà, on vient de terminer la première étape de l'initialisation. D'accord. Donc pour la deuxième étape, on va supposer que le résultat est vrai pour K. Donc, on va supposer que le résultat est vrai pour K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supposer que le noyau de P1 fois PK égale, égale la somme directe des noyaux PI de F. Pardon, ici, de F, bien sûr, noyau d'une application linéaire ou bien ici d'un endomorphisme. D'accord, donc I allant de 1 jusqu'à K. Et pour la troisième étape, on va démontrer que le résultat est vrai pour K plus 1. Donc, on va démontrer que le résultat il est vrai E rang K plus 1. Ça veut dire qu'on va se donner K plus 1 polynôme, P1, P2, P3 jusqu'à Pk plus 1, qui sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc, on va se donner P1 jusqu'à Pk plus 1, 2 à 2 premiers entre eux. Donc, voilà. Et on veut démontrer que le noyau de P1 fois P2 jusqu'à fois Pk plus 1 égale la somme directe du noyau de P1, noyau de P de F, noyau P3 de F jusqu'à noyau de Pk plus 1 de F. Donc c'est ce qu'on veut démontrer. Alors pour démontrer ça, la méthode vraiment très simple. Alors on va prendre P1 fois P2 fois Pk. Donc, on va noter ça un polynôme Q. D'accord? Donc, Q, c'est P1 fois P2 jusqu'à Pk. On va démontrer que Q et Pk plus 1, ils sont premiers entre eux. Pourquoi Q et Pk plus 1, ils sont premiers entre eux? D'accord? Parce que sinon, si Q et Pk plus 1, ils ne sont pas premiers entre eux. Donc, sinon, donc juste pour justifier que Q et Pk plus 1, ils sont premiers entre eux. Sinon, s'ils ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire qu'il existe un polynôme A, d'accord, appartient K de X, bien sûr, irréductible tel que quoi? Tel que A divise Q et A divise Pk plus 1. D'accord? Donc, s'ils ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire qu'il existe un polynôme A qui divise Q et qui divise Pk plus 1. Ça veut dire quoi que A divise Q? A divise Q, ça veut dire que A divise P1 fois P2 jusqu'à fois Pk. D'accord? Donc, A divise P1 fois P2 jusqu'à Pk. Ça implique directement qu'il existe un I. D'accord? Il existe un I entre 1 et K.
tel que A divise PI. D'accord, c'est le lemme d'Euclide. Si A divise le produit P1 fois P2 fois jusqu'à PK, alors il existe un I entre 1 et K tel que A divise PI. Alors on a maintenant A divise Q implique qu'il existe un I tel que A divise PI. D'accord? Et on a aussi A divise PK plus 1. D'accord? Il existe un I bien sûr. A divise PI. Et A divise PK plus 1, ce qui implique que PI et PK plus 1 ils ne sont pas premiers entre eux. Il existe un I tel que PI et PK plus 1 ne sont pas premiers entre eux. D'accord? Et c'est une contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les PI, ils sont 2 à 2 premiers entre eux. D'accord? Donc c'est une contradiction. Et par la suite, on peut conclure que Q et PK plus 1, ils sont vraiment premiers entre eux. Donc voilà, on vient de démontrer que Q et PK plus 1, ces deux polynômes, ils sont premiers entre eux. D'accord? Alors, on peut donc invoquer le cas K égale à 2. La première étape, l'initialisation pour deux polynômes. Le noyau, on a démontré que le noyau de P1 fois P2F égale la somme directe noyau P1 de F, noyau P2 de F. Si bien sûr P1 et P2 sont premiers entre eux. Puisqu'on a démontré que Q et PK plus 1 ils sont premiers entre eux, alors le noyau, de Q fois PK plus 1 de F, ça veut dire c'est P1 fois P2 fois jusqu'à PK plus 1, ça veut dire le noyau de P de F, égale à quoi? Égale le noyau de Q de F, somme directe, noyau PK plus 1 de F. Donc je vais écrire ici, noyau Q de F, somme directe, noyau PK plus 1 de F. D'accord? Donc c'est ce qu'on a maintenant. On a démontré, on a affirmé que noyau P de F égale noyau Q de F, somme directe, noyau PK plus 1 de F. Alors, grâce à l'hypothèse, grâce à la deuxième étape de la récurrence, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé, donc pour la deuxième étape, on a supposé que le noyau P de F, mais seulement pour K, ça veut dire P de P1 fois PK de F, égale à quoi? Égale la somme directe noyau PI de F. I de 1 jusqu'à K. Donc, c'est quoi P1 fois P2 fois PK de F? C'est quoi P1 fois P2 fois PK? C'est bien sûr Q. Donc, on peut conclure à partir de la deuxième étape que le noyau Q de F égale à quoi? Égale la somme directe noyau PI de F. I de 1 jusqu'à K. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a maintenant. On a noyau P de F. P, c'est quoi? C'est Q fois PK plus 1. Ça veut dire c'est P1 fois P2 fois P3 jusqu'à fois PK plus 1. Égale à quoi? Égale le noyau de Q de F, somme directe, noyau PK plus 1 de F. Et on vient de vérifier que le noyau Q de F, par hypothèse, c'est quoi le noyau Q de F? C'est la somme directe noyau PI de F. D'accord? Donc, en remplaçant le noyau de Q de F par son expression dans le noyau de P de F, on va bien
avoir notre résultat. Donc voilà, égale le noyau de Q de F. C'est quoi le noyau de Q de F? C'est la somme directe de 1 jusqu'à K. Noyau PI de F. D'accord? Somme directe, noyau PK plus 1 de F. Donc, noyau PF égale à quoi? Égale la somme directe I égale à 1 jusqu'à K plus 1 noyau PI de F. Et bien sûr, le tour est joué. Et voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, c'est ça le lemme ou bien le théorème de décomposition des noyaux.